Chaque année, des centaines de kilomètres de tunnels sont percés à travers le monde, sous les villes, les fleuves et même des montagnes entières. Mais si je vous disais que derrière tout cela se cache une machine qui avance plus lentement qu'un homme, tout en étant capable de broyer la roche. Face à elle, un disque d'acier de plus de 10 mètres de diamètre et pesant des centaines de tonnes. On pourrait croire qu'il s'agit d'un simple morceau de métal. En réalité, c'est l'une des structures les plus complexes et les plus sollicitées de la planète. Et il existe un élément dans cette tête géante dont presque personne ne parle. Mais c'est précisément lui qui détermine si la machine franchira des dizaines de kilomètres ou s'arrêtera à jamais sous terre. Restez avec nous et vous découvrirez comment naissent véritablement les tunnels. Aujourd'hui, je me tiens dans un atelier où naissent des objets qui se frayent littéralement un chemin à travers la Terre. Devant moi repose une structure métallique de plus de 10 mètres de diamètre. C'est la future tête de coupe d'un tunnelier. En bref, c'est le forêt même qui rampera sous la ville ou les montagnes en laissant derrière lui un tunnel achevé. Pour être plus précis, c'est l'une des pièces les plus lourdes et les plus sollicitées qu'on puisse imaginer. Tout commence de manière assez terre-à-terre, par l'acier. De grandes plaques de plusieurs dizaines de millimètres d'épaisseur arrivent à l'atelier et passent d'abord par la découpe. Laser ou plasma en découpe les segments du futur disque. Chacun de ces morceaux pèse plusieurs tonnes et présente une forme qui paraît étrange au premier abord, avec des courbes, des orifices, des saillies. Mais lorsqu'on assemble ces segments, un cercle familier commence à se dessiner. L'assemblage se déroule sur une plateforme gigantesque. Les segments sont soulevés par des grues et ajustés les uns aux autres avec une précision millimétrique. Le diamètre peut atteindre 12, voire 15 mètres. C'est comme un immeuble de plusieurs étages, mais couché sur le côté. Les soudeurs repassent chaque jointure plusieurs fois. D'abord un passage grossier, puis le remplissage, puis l'égalisation. Une grosse soudure peut prendre plusieurs heures. Et de telles soudures, il y en a des dizaines de mètres. Une fois le disque principal assemblé, il ressemble à une dalle massive. Mais ce n'est que la base. Ensuite, on commence à y installer des nervures de renfort, d'épaisses poutres d'acier qui confèrent à la structure sa solidité. Car en fonctionnement, cette chose subira la pression du sol, les chocs de pierre et une torsion constante. Si on la faisait en simple plaque, elle se déformerait dès les premiers jours. Observez attentivement. À la surface du disque, on commence à installer les nervures de renforcement. Ce sont d'épaisses poutres d'acier qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de centimètres de hauteur et s'étendre sur une portion importante du diamètre. Les grues soulèvent ces poutres et les déposent avec précaution selon un schéma préétabli. Rien n'est laissé au hasard. Chaque nervure est positionnée exactement là où il faut pour répartir uniformément les charges. Certaines partent en rayons, du centre vers la périphérie. D'autres suivent des arcs de cercle, formant ainsi une véritable ossature. Au final, l'ensemble commence à évoquer un squelette recouvert d'une peau métallique. Vient ensuite le soudage, et là encore, tout est minutieux. Chaque cordon est réalisé en plusieurs passes pour éviter les tensions internes. Le métal chauffe, refroidit, et si l'on ne procède pas correctement, il risque de se déformer. C'est pourquoi le travail progresse par étapes, en laissant à la structure le temps de se stabiliser. Au final, le disque ne semble plus plat. Il devient tridimensionnel, rigide et considérablement plus résistant. Ce sont précisément ces nervures qui encaisseront les impacts de pierre, la pression du sol et les charges liées à la rotation. Sans elles, toute cette gigantesque structure perdrait sa forme très rapidement, littéralement dès les premiers jours de travail sous terre. Vient ensuite le moment le plus intéressant, les éléments de coupe.
Ce sont eux qui sont en contact avec la roche. On trace à la surface du disque l'emplacement des molettes. Il s'agit d'outils circulaires ou disciformes, chacun ressemblant à un épais rouleau métallique. Le diamètre d'une telle molette peut atteindre environ 50 cm, pour un poids de plus de 100 kg. Et la tête peut en compter plusieurs dizaines, voire plus d'une centaine. Elles ne sont pas simplement vissées. Chaque molette est installée dans un logement dédié, conçu pour résister à des charges colossales. En fonctionnement, la molette tourne et broie littéralement la roche. S'il s'agit d'un sol meuble, elle le tranche. S'il s'agit de roche dure, elle la pulvérise, laissant des fissures caractéristiques. La pression sur une seule molette peut atteindre des dizaines de tonnes. Et si ne serait-ce qu'un seul élément tombe en panne, il faudra le remplacer sous terre, dans l'espace confiné du tunnel. Je m'approche et je vois que toute la surface de la tête ressemble à un croisement entre un bouclier et une râpe géante. Des orifices, des canaux, des saillies, tout cela pour empêcher que le terrain ne s'accumule devant. Lorsque la machine fonctionne, la roche broyée est mélangée à de l'eau ou à une solution spéciale et évacuée vers l'arrière par un système de conduite. Sinon, la tête se bloquerait tout simplement. La partie centrale est assemblée à part. C'est le noyau par lequel se transmet la rotation. Là, c'est encore plus sérieux. D'énormes roulements de plusieurs mètres de diamètre, des arbres massifs, des fixations qui maintiennent toute la structure. Lorsque le tunnelier fonctionne, cette tête tourne à seulement quelques tours par minute. Cela paraît lent, mais avec un tel diamètre, le bord se déplace à une vitesse sensible et la force est colossale. Après l'installation de tous les éléments, place aux vérifications. Et il ne s'agit pas d'un simple coup d'œil avant de partir. Chaque cordon de soudure est contrôlé par ultrasons. On mesure la géométrie, aucun désalignement, masse uniformément répartie. Car si l'équilibre est rompu, la rotation provoquera des vibrations qui finiront par détruire tout le système. Cette chose a l'air brute, mais en réalité, elle est fabriquée avec une extrême précision. Ici, chaque millimètre compte. Parce qu'une fois descendue sous terre, elle sera pratiquement inaccessible. Elle doit fonctionner pendant des mois, parfois des années, en parcourant des dizaines de kilomètres. L'étape finale, la peinture et la préparation au transport. Et là aussi, c'est toute une histoire. Transporter une pièce de plus de 10 mètres de diamètre, c'est une véritable opération. On la démonte en sections ou on la transporte sur des plateformes spéciales avec escorte. Puis, sur le chantier, tout est remonté et installé sur le bouclier du tunnelier. Quand je me tiens à côté, cette structure semble presque immobile et même un peu lente par nature. Mais il suffit de l'imaginer à l'œuvre et tout change. Elle avance en rampant, s'accroche au sol et commence à le démonter centimètre par centimètre. Sans à-coups, sans précipitation, mais avec une telle force que les parois en béton du tunnel apparaissent dans son sillage, comme si elles n'attendaient que ça. Et ce que j'aime par-dessus tout, il n'y a rien de superflu ici. Chaque orifice, chaque boulon, chaque trépan a son rôle bien précis. Ce n'est pas une question d'esthétique, c'est une question d'endurance. Et la prochaine fois que quelqu'un dira qu'on a simplement creusé un tunnel, je saurai exactement quelle machine de fer se tenait en tête et accomplissait tout le sale boulot. Chaque année dans le monde, on refond plus d'1 milliard de tonnes d'acier. Pourtant, seule une infime partie de cette masse devient ce sur quoi filent les trains à 300 km/h. Et voici ce qui surprend le plus. Tout commence non par de la haute technologie, mais par un simple tas de ferraille rouillée. Vieilles poutres, débris de machines, rebuts, ce qui aurait dû disparaître à jamais.
Mais en quelques heures, cela se transforme en un rail parfaitement droit de 100 mètres, précis au millimètre près. Comment ? Et que se passerait-il si, au cœur de cet acier, subsistait ne serait-ce qu'une seule bulle invisible ? Restez avec nous, car un instant dans ce processus décide si le voyage sera paisible ou catastrophique. Tout commence de façon bien moins raffinée qu'on pourrait l'imaginer. La première étape ressemble à une version monumentale d'un vide-grenier. D'énormes aimants soulèvent dans les airs des tonnes de ferraille, vieux tuyaux, pièces de machines, poutrelles diverses. Toute cette ferraille hétéroclite s'envole dans un vacarme assourdissant vers une gigantesque benne de chargement. Je me tiens derrière une vitre de protection, mais même ici, je sens le sol vibrer sous mes pieds lorsque cet amoncellement de métal s'apprête à sa transformation. Ensuite, cette ferraille est envoyée dans un four à arc électrique. C'est une sorte de chaudron géant où, au lieu du gaz, on utilise l'électricité. Lorsque descendent les électrodes de plusieurs mètres de long, un arc électrique jaillit. Le bruit évoque celui de 10 avions décollant simultanément à proximité. Les étincelles fusent de toutes parts, tandis que la température à l'intérieur grimpe jusqu'à 1550 degrés Celsius. C'est ce seuil où le fer solide cède sous la pression de l'énergie et se transforme en une masse liquide qui rappelle une orangeade brûlante. Lorsque l'acier est fondu, le travail n'est qu'à moitié accompli. Pour des rails ordinaires, cela pourrait suffire. Mais ici, nous fabriquons un produit haut de gamme. Les rails à grande vitesse ne tolèrent aucune impureté. C'est pourquoi ce métal en fusion est envoyé vers une installation poche-four. Là, on ajoute au métal divers ingrédients secrets: manganèse, silicium, chrome. Chacun d'eux garantit que le rail soit résistant, sans être cassant. On y procède également au dégazage. L'acier est placé sous vide, afin d'en extraire l'hydrogène et l'oxygène. C'est d'une importance capitale. Si la moindre bulle de gaz subsiste à l'intérieur du métal, elle se transformera, quelques années plus tard, sous les roues d'un train à grande vitesse, en micro-fissures, puis en véritable problème. Le vide aspire tout ce qui est superflu, et l'acier devient pur comme une conscience après confession. Il est maintenant temps de donner forme à ce fer liquide. Cela se produit sur une machine de coulée continue. Le métal s'écoule par des orifices spéciaux et se refroidit progressivement au contact de l'eau, se transformant en longs lingots rectangulaires, les blooms. Ils brillent encore d'un rouge éclatant et dégagent une chaleur si intense que je la sens sur ma peau, même à 20 mètres de distance. Chacun de ces blooms pèse environ 5 tonnes. C'est en fait une énorme ébauche dont nous allons forger quelque chose d'extraordinaire. Puis vient la partie la plus spectaculaire de notre visite, le laminoir. Le bloom est à nouveau chauffé à 1200 degrés pour devenir aussi malléable que de la pâte à modeler entre les mains d'un enfant. Ensuite, cette barre incandescente est lancée dans un système de cylindres. Ce sont d'imposants cylindres métalliques qui pressent le métal, l'étirent et lui donnent le profil que nous avons tous vu sur les voies ferrées. À chaque passage, la pièce s'allonge et s'affine. Elle file sur le convoyeur à rouleau à plus de 10 mètres par seconde. On dirait un serpent de feu de 100 mètres de long qui tente de s'échapper de l'usine. Nous parlons bien de rails de 100 mètres. Pourquoi si long ? Parce que moins il y a de joints entre les rails, moins il y a de vibrations et de bruit. C'est précisément ce qui garantit la fluidité de roulement des trains à grande vitesse. Lorsque vous entendez ce cliquetis familier des roues, c'est le train qui franchit un joint. Sur les lignes à grande vitesse, ces joints sont quasi inexistants, car les rails sont soudés en fils continus interminables. Mais donner simplement une forme ne suffit pas. Il faut rendre l'acier extrêmement dur, précisément là où rouleront les roues. Ce processus s'appelle le durcissement thermique différencié.
Le champignon du rail est refroidi à l'air comprimé selon un programme spécifique. Cela permet d'obtenir une structure métallique très fine et résistante en surface, tandis que le cœur demeure légèrement plus souple pour absorber les chocs et éviter les fissures dues au gel ou aux charges. Une fois le rail refroidi, il n'est plus aussi droit qu'il y paraissait. Le métal, en refroidissant, se déforme légèrement. On l'envoie donc vers une machine de redressage. Il s'agit d'une série de rouleaux qui plient cette barre d'acier de 100 mètres pour la rendre parfaitement rectiligne. Les tolérances sont rigoureuses. L'écart sur toute la longueur de 100 mètres ne peut excéder quelques millimètres. Si le rail est défectueux, les passagers auront mal au cœur et le rail s'usera en quelques semaines à peine. Dernière étape de notre voyage, le contrôle qualité. Ici, on ne fait pas confiance à l'œil humain. Le rail passe par une ligne automatique équipée de capteurs à ultrasons et de scanners laser. Il radiographie le métal de part en part, à la recherche des moindres défauts internes. Si un capteur détecte quelque chose de suspect, une marque de peinture est automatiquement appliquée sur le rail. Ce tronçon est alors découpé, ou parfois le rail entier repart à la refonte. Dans l'univers du rail à grande vitesse, aucun compromis n'est possible. Seul compte une confiance absolue en chaque millimètre de métal. Je contemple ces rails terminés, alignés en rangée parfaite dans l'entrepôt, et j'ai du mal à croire qu'il y a 3 heures à peine, il n'était qu'un tas de ferraille rouillée dans une benne. C'est un véritable triomphe de l'esprit humain et de la précision des calculs. L'homme a appris à dompter la puissance du feu et des pressions colossales pour que nous puissions voyager confortablement. Ajoutons encore quelques chiffres pour que vous mesuriez mieux l'ampleur de tout cela. Un seul rail de 100 mètres pèse environ 6 tonnes, soit l'équivalent de 3 éléphants adultes alignés bout à bout. Pour poser un seul kilomètre de voie à grande vitesse, l'usine doit fondre et transformer plus de 120 tonnes d'acier de haute qualité. Chaque mètre du produit fini est scanné lors du contrôle final par 19 capteurs différents, capables de détecter une cavité interne de moins d'1 millimètre. Ce fil d'acier servira environ 30 ans, résistant à une pression colossale. Et la longueur totale de ces voies sur la planète a déjà dépassé 40 000 km, de quoi faire le tour complet de la Terre à l'équateur. Mes chaussures ont légèrement brûlé à cause de la proximité des ateliers surchauffés, et ma gorge s'est asséchée dans cet air sec, mais ce fut une journée extraordinaire. J'espère que cette promenade en ma compagnie vous a plu. La prochaine fois que vous verrez défiler les rails par la fenêtre d'un train, pensez à ces milliers de degrés et à ces flèches de feu de 100 mètres. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. N'hésitez pas à liker si cette plongée au cœur de cet organisme de fer vous a plu. Dites-moi en commentaire quelle autre usine je devrais visiter pour vous montrer quelque chose d'impressionnant et de brûlant. Prenez soin de vous et choisissez toujours des chemins sûrs. À bientôt pour une nouvelle découverte. Ce monstre d'acier flottant pèse 100 000 tonnes et tire son énergie d'un réacteur nucléaire. Comment les soudeurs américains assemblent-ils le plus grand navire de guerre de la planète? Découvrez-le dans notre émission d'aujourd'hui. Je me tiens sur un pont dont la longueur dépasse 300 mètres et cette construction évoque l'édification d'une ville verticale qu'on aurait ensuite simplement couchée sur l'eau. Chaque élément se mesure ici en hectares d'acier et la longueur totale des soudures pourrait faire le tour du globe plusieurs fois. Aujourd'hui, nous suivrons le parcours depuis la première plaque d'acier jusqu'à la mise à l'eau finale de ce titan. Nous nous trouvons dans un chantier naval de Virginie. C'est le seul endroit capable de construire quelque chose d'aussi massif.
Le navire Gerald Ford représente un véritable défi d'ingénierie. Commençons par ceci. Ce porte-avions est assemblé à partir de modules distincts appelés superblocs. Ce sont d'immenses cubes d'acier, chacun pesant jusqu'à 1000 tonnes. Lorsque vous observez un tel bloc, vous comprenez qu'aucune grue ordinaire au monde ne pourrait le soulever. C'est pourquoi on utilise ici la plus grande grue de l'hémisphère occidental, que les ouvriers surnomment le Grand Bleu. Elle est capable de soulever une charge de 1500 tonnes aussi aisément que nous soulevons un verre d'eau. La construction de ce porte-avions peut se comparer à l'édification d'une zone industrielle entière, qui doit être à la fois robuste, mobile et totalement autonome. Le navire se compose de 100 000 tonnes d'acier blindé spécialement conçu, capable de résister à des contraintes statiques et dynamiques colossales. Chaque feuille de ce métal passait par un système de presse et un traitement thermique afin d'obtenir une structure moléculaire qui ne se fissure pas aux températures extrêmement basses des mers nordiques. Ce n'est pas de la construction au sens habituel du terme, mais de l'ingénierie mécanique complexe, où le coût du projet atteint 13 milliards de dollars. Une telle somme s'explique non seulement par les volumes de métal, mais aussi par la concentration de haute technologie au mètre carré. À l'intérieur de la coque d'acier se trouvent des catapultes électromagnétiques et des installations nucléaires qui nécessitent une protection particulière. Ce prix colossal reflète le travail de dizaines de milliers de spécialistes qui, pendant 8 ans, ont assemblé cet ouvrage à partir de modules séparés, transformant des tonnes de matières premières en l'actif militaire le plus cher et le plus puissant au monde. Le processus de transformation de feuilles d'acier plates en contours courbes de la gigantesque coque du porte-avions commence dans l'atelier, où le métal est soumis à une pression extraordinaire. Ici, on travaille avec des plaques de blindage spéciales d'une épaisseur impressionnante, atteignant 20 cm dans les parties les plus vulnérables du navire. Il ne s'agit pas d'un simple métal, mais d'un alliage à limite d'élasticité extrêmement élevé, conçu pour que la coque ne se déchire pas sous le puissant choc hydrodynamique en cas d'impact de torpille. Travailler un tel matériau exige un équipement qui constitue en soi une prouesse d'ingénierie. Les plaques d'acier passent d'abord par des installations de découpe plasma et laser. Ce sont d'immenses tables, où des découpeurs informatisés détaillent avec une précision chirurgicale les éléments du futur blindage. La température au point de découpe est si élevée que l'acier se vaporise instantanément, laissant un bord parfaitement net. Mais la vraie difficulté commence lorsqu'il faut donner à ce blindage épais la courbure voulue. On utilise alors des rouleaux hydrauliques géants, 3 ou 4 cylindres d'acier massif qui tournent sous le contrôle de pompes ultra puissantes. Lorsqu'une telle plaque de plusieurs dizaines de tonnes entre dans les rouleaux, l'atelier se remplit d'un grondement sourd. Le métal résiste, mais une pression de milliers de tonnes le contraint à plier. Les ingénieurs contrôlent en permanence le rayon de courbure à l'aide de gabarits laser. Chaque plaque doit correspondre exactement au modèle tridimensionnel de la coque, car même un écart de 3 mm rendrait impossible un assemblage parfait avec les autres modules. Si le blindage est mal cintré, sa tension interne peut devenir un point critique lors d'une tempête ou d'un engagement au combat. Cela est particulièrement important pour la partie inférieure du navire, où le double fond doit être parfaitement étanche et capable d'absorber l'énergie d'une explosion sous-marine. Après le cintrage, chaque pièce subit un contrôle par ultrasons pour détecter les micro-fissures susceptibles d'être apparues lors de la déformation. C'est un processus épuisant et lent, où l'on ne parvient à traiter que quelques plaques par équipe, mais c'est précisément avec ces morceaux d'acier parfaitement courbés que se construit le blindage monolithique qui protégera le cœur nucléaire du porte-avions pendant les 50 prochaines années. La construction du porte-avions Gerald Ford diffère radicalement de la construction navale classique du siècle dernier. Ce navire n'est pas assemblé plaque après plaque ou tôle après tôle.
directement en cale sèche. Les ingénieurs utilisent plutôt une stratégie d'assemblage modulaire, qui rappelle davantage la création d'un jeu de construction gigantesque pour Titan. Toute la coque est divisée en sections fonctionnelles distinctes que l'on appelle à l'usine des superblocs. Ce sont d'immenses cubes d'acier dont chacun peut atteindre la hauteur de 3 ou 4 étages. Le poids d'un seul de ces modules varie entre 900 et 1000 tonnes. Concrètement, les ouvriers construisent des sections entières de la ville, avec toutes leurs cloisons intérieures, leurs tronçons de tuyauterie et leurs chemins de câbles, dans des ateliers fermés, où le métal n'est exposé ni au vent ni à la pluie. Cela permet d'atteindre une qualité de soudure et d'assemblage qui serait impossible en plein air. Quand le superbloc suivant est prêt, commence la phase la plus délicate de l'opération. Entre alors en scène le chef technique de ce chantier naval, une grue géante officiellement baptisée le Grand Bleu. C'est une structure colossale qui domine tout le littoral de Virginie. Sa capacité de levage atteint 1500 tonnes, ce qui en fait l'une des grues les plus puissantes de la planète. Lorsque cet engin soulève une montagne d'acier d'1 million de kilogrammes, on a l'impression que les lois de la gravité ont momentanément cessé de s'appliquer. Le cube d'acier se détache lentement du sol et glisse au-dessus de la partie sèche du dock, masquant le ciel. C'est le moment de tension maximale pour toute l'équipe, car sous la grue se trouvent des centaines de personnes et une partie déjà assemblée de la coque dont la valeur se chiffre en milliards de dollars. Le plus incroyable dans ce processus, c'est la précision. Bien que la grue soutienne une charge équivalent au poids de 3 gros avions de ligne, elle doit déposer ce bloc sur la coque avec une précision millimétrique. Les ingénieurs utilisent des systèmes de guidage laser et des capteurs numériques pour contrôler chaque micron de mouvement. 1000 tonnes d'acier doivent se poser parfaitement en place pour que les bords de soudure s'alignent sans le moindre espace. Si le bloc se décale ne serait-ce que d'1 centimètre, cela déclenchera une réaction en chaîne d'erreur sur l'ensemble de la coque, et les modules suivants ne pourront tout simplement pas s'emboîter. Les ouvriers qui se trouvent à l'intérieur de la cale, à l'aide de talkies-walkies et de gestes, corrigent les mouvements du grutier jusqu'à ce que l'acier touche l'acier. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Chaque année, le monde produit plus d'1 milliard 800 millions de tonnes d'acier. Pourtant, seule une infime partie de ce métal devient l'ossature de bâtiments capables de défier les tremblements de terre. À Monterrey, au cœur sismique du Mexique, s'élève un géant de 305 mètres, les Torres Obispado. Et leur acier n'est pas seulement mis à l'épreuve par le poids de centaines de milliers de tonnes, mais aussi par la nature elle-même. Comment ce métal résiste-t-il aux secousses telluriques? Quelle technologie permet au gratte-ciel de ne pas plier? Restez avec nous, vous découvrirez le secret d'un acier que le monde cherche à copier, sans jamais y parvenir. L'acier est produit à Monterrey depuis le 19e siècle. Ternium est né de la légendaire ILSA, entreprise qui, dès 1957, breveta une méthode révolutionnaire de production de fer par réduction directe, le procédé HIRL. Le monde entier copia ensuite cette technologie. Aujourd'hui, Ternium produit plus de 14 millions de tonnes d'acier par an et approvisionne tout le continent américain. Lorsque les promoteurs ont imaginé construire le plus haut bâtiment d'Amérique latine, le choix du fournisseur d'acier ne s'est même pas posé. L'acier serait local, de Monterrey. Moins de logistique, moins de risques, contrôle qualité totale. Mais voilà le problème. Monterrey se trouve dans une zone sismiquement active. Le Mexique est un pays de tremblements de terre. Quand vous construisez à 305 mètres de hauteur, chaque secousse souterraine se transforme en mouvement de balancier au niveau des étages supérieurs. La physique est implacable. Plus l'édifice est haut, plus il oscille fortement sous l'effet de ces mêmes secousses.
Pour Torres Obispado, les ingénieurs ont conçu un système structurel hybride. Un noyau en béton armé au centre assure la rigidité. Autour, un cadre périphérique à portique en acier, fait de colonnes et de poutres. Deux systèmes qui se complètent. Tandis que le noyau maintient la forme, le squelette d'acier extérieur absorbe et répartit l'énergie sismique sur toute la hauteur du bâtiment. Aux étages techniques, des amortisseurs visqueux supplémentaires, des absorbeurs hydrauliques, dissipent les oscillations dues au vent et aux secousses. Pour que tout cela fonctionne, il faut un acier de classe de résistance particulière. Et c'est là que Ternium entre en scène. Je pénètre dans l'atelier et la première chose que je ressens, c'est la chaleur. Même à 20 mètres des fours, la température se fait sentir sur la peau. Les fours à arc électrique de Ternium fondent ferraille et fer de réduction directe à plus de 1500 degrés Celsius. Ce n'est pas qu'une simple fusion, c'est de la chimie. L'ajout précis de manganèse, de vanadium, de molybdène dans des proportions déterminées confère à l'acier les propriétés requises. Pour les structures parasismiques, il ne suffit pas d'avoir de l'acier résistant. Il faut de l'acier résistant et ductile. La différence est capitale. L'acier fragile supporte la charge, mais dès qu'on dépasse la limite, il casse brutalement. L'acier ductile, sous la même charge, commence à se déformer en absorbant l'énergie, signalant le danger bien avant la rupture. C'est précisément cette propriété qui permet au bâtiment de survivre aux tremblements de terre sans s'effondrer. Après la fusion, le métal passe par une coulée continue. L'acier liquide se transforme en une brame compacte d'environ 220 mm d'épaisseur. Cette brame part au laminage à chaud. Je regarde le métal chauffé à blanc traverser les cylindres du laminoir, et à chaque passage, il devient plus fin, plus long, mais plus dense. La structure cristalline s'aligne dans le sens du laminage, créant cette fameuse fibrosité qui rend le métal forgé et laminé fondamentalement supérieur au métal coulé. Pour la Torres Obispado, on a fabriqué des poutres massives à larges ailes de classe de résistance à 572 grades 50 et supérieur. Un acier dont la limite d'élasticité atteint 345 mégapascales. Pour vous donner une idée, chaque centimètre carré de section de cette poutre supporte plus de 35 tonnes avant de commencer à se déformer. Les éléments les plus impressionnants de l'ossature sont les méga-colonnes de la base et des étages inférieurs. Ces structures portent toute la charge verticale du bâtiment, des centaines de milliers de tonnes. Leurs sections sont colossales. Certaines colonnes présentent une épaisseur de paroi supérieure à 50 mm. C'est un véritable mur d'acier monolithique, soudé en profilé fermé. Le soudage de telles sections relève d'un art à part entière. Au-delà de 40 mm d'épaisseur, un soudage classique génère des contraintes thermiques susceptibles de créer des micro-fissures. Ternium a mis en œuvre des procédures de soudage spéciales avec préchauffage, contrôle de la température entre les passes et refroidissement progressif. Chaque soudure était ensuite contrôlée par ultrasons. La moindre porosité ou fissure de plus de 3 mm entraînait une reprise. Vient maintenant le plus intéressant. Comment acheminer tout cela sur le chantier ? Certaines poutres mesuraient 15 à 12 mètres de long et pesaient 30 à 40 tonnes. Il fallait les transporter à travers le centre de Monterrey, une ville aux rues étroites héritée de l'époque coloniale. Pour le transport, on utilisait des plateformes surbaissées à direction multi-essieux. Ces remorques comptent de 12 à 24 roues, chaque essieu pivotant indépendamment, ce qui permet de négocier des virages impossibles pour un semi-remorque classique. Les convois circulaient exclusivement de nuit, entre 2 et 5 heures du matin. Une escorte policière bloquait les rues. Un ingénieur logisticien muni d'une tablette marchait en tête et vérifiait la hauteur de chaque passage supérieur. Certains itinéraires devaient être modifiés au dernier moment, à cause d'arbres, de lampadaires ou de caténaires oubliés dans les calculs.
Un jour, une plateforme transportant une poutre de 14 mètres de long s'est retrouvée coincée dans un virage. La rue s'avérait 3 mètres trop courte pour le rayon de braquage calculé. La solution a nécessité 2 heures. On a démonté les barrières du trottoir, roulé sur le rebord, et mètre après mètre, avec des ajustements millimétriques de chaque essieu, on a fait passer la poutre à travers l'angle. Une dizaine de chaînes locales se sont déplacées pour le journal du matin. Pour que je passe aussi à la télévision, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Quand on regarde les Torres Obispado d'en bas, on voit ce que j'appellerais une forêt d'acier. Colonnes verticales, poutres horizontales, contreventements diagonaux, tout cela se fond en une grille métallique rythmée qui se dissout verticalement dans le ciel. Aux étages inférieurs, les colonnes sont les plus massives. C'est là que la charge est maximale. Plus haut, elles s'affinent. Les parois s'amincissent. Les sections se réduisent. Le bâtiment semble s'alléger à mesure qu'il s'élève. Le montage était assuré par une grue spécialisée dotée d'une flèche de 70 mètres de portée. Chaque poutre était tissée selon des calculs d'angle précis. Une verticale faussée au niveau du premier étage aurait entraîné des décalages de plusieurs centimètres au 20e. Les monteurs vérifiaient constamment les positions à l'aide de stations totales, des théodolites électroniques équipés de télémètres laser. La Torres Obispado n'est pas qu'un simple record de hauteur, c'est un symbole. Construite en acier de Monterrey, conçue par les architectes locaux de Posas Arquitectos, elle a donné à la ville une nouvelle identité. Monterrey, capitale industrielle du Mexique, possède désormais le plus haut gratte-ciel du continent. Au fond de l'Ohio se cache une machine qui soutient le ciel américain. La presse Mesta 50, un monstre de 36 000 tonnes qui s'enfonce de 10 étages sous terre. Elle comprime le métal avec une force de 50 000 tonnes, soit le poids de 10 tours Eiffel réunies. Sans cette machine, les États-Unis n'auraient ni F-35 ni Boeing 787. Lorsqu'en 2009, une fissure est apparue sur la presse, toute l'aviation américaine a retenu son souffle. Aujourd'hui, nous allons voir comment le titane incandescent se transforme en aile de chasseur, sous le coup du poing d'acier de la guerre froide. Prêt à plonger au cœur de la puissance aéronautique américaine ? Si vous vous trouviez devant l'usine Alcoa de Cleveland, dans l'Ohio, rien ne retiendrait votre attention. Un bâtiment industriel ordinaire, un mur de briques grises, des cheminées, des camions. Mais il suffit de descendre pour pénétrer dans un monde où naît la puissance véritable. La presse Mesta 50 ne repose pas sur le sol, elle y est encastrée. 30 mètres de profondeur, 10 étages de béton et d'acier. Pourquoi si profond ? Parce que lorsque 50 000 tonnes de force s'abattent sur le métal, la Terre tremble dans un rayon d'1 kilomètre. Sans ces fondations colossales, la presse s'enfoncerait dans le sol comme un couteau dans du beurre. Cette machine fut construite en 1955, au plus fort de la guerre froide. L'Amérique et l'Union soviétique ne rivalisaient pas seulement dans l'espace, elles se disputaient la maîtrise du ciel. Qui parviendrait à créer les meilleurs avions dominerait les airs. Et pour les meilleurs avions, il fallait des pièces impossibles à fabriquer par des procédés ordinaires. Imaginez une aube de turbine du réacteur F-35. Cette pièce ne mesure que 30 cm de long, mais elle tourne à 10 000 tours par minute à une température de 1400 degrés Celsius. Aucune soudure ne pourrait résister à de telles conditions, elle se désintégrerait en quelques secondes. L'aube doit être monobloc, taillée dans un bloc massif de titane ou de super-alliage de nickel. C'est précisément à cela que sert la Mesta 50. Elle ne coupe pas, elle ne soude pas, elle forge. Elle prend un lingot de titane incandescent de 2 kg
et le transforme en une forme précise d'aile ou d'aube en un seul coup. Le processus commence par la préparation. Le lingot de titane est chauffé dans un four spécial, jusqu'à 960 degrés Celsius. À cette température, le titane devient aussi malléable que de la pâte à modeler, tout en conservant sa résistance extraordinaire. Le métal émet une lueur rouge vif, presque blanche, impossible de le regarder sans lunettes de protection spéciale. Lorsque la température atteint le point requis, le bras robotisé extrait le lingot incandescent et, en quelques secondes à peine, le transporte jusqu'à la presse. Le temps est critique. Si le titane refroidit ne serait-ce que de 50 degrés, il deviendra trop dur et la presse ne pourra plus le déformer. Le lingot est placé dans la matrice inférieure, un immense moule en acier qui épouse les contours de la future pièce. Au-dessus descend la matrice supérieure de 150 tonnes. Et là, c'est le choc. 50 000 tonnes de force s'abattent sur le titane incandescent. Pour vous donner une idée, c'est comme si l'on posait simultanément 150 avions de ligne sur votre table. Les vérins hydrauliques, de 2,50 m de diamètre, génèrent une pression de 350 mégapascales, soit 3500 fois la pression atmosphérique. Sous une pression aussi folle, le titane se comporte étrangement. Il ne casse pas, ne se fissure pas, il coule. Les atomes du métal se déplacent, glissent les uns contre les autres, remplissant chaque recoin microscopique du moule. En 3 secondes, un lingot informe se transforme en copie parfaite d'un longeron d'aile ou d'une aube de turbine. L'usine tout entière tremble sous l'impact. À plusieurs centaines de mètres à la ronde, on ressent la vibration, comme un petit séisme. Les ouvriers qui travaillent près de la presse portent des casques spéciaux, car le son de l'impact atteint 130 décibels, plus fort que le décollage d'un avion à réaction. Mais le plus impressionnant, c'est la précision. Malgré cette force barbare, la presse contrôle la forme à un demi-millimètre près. Des capteurs laser suivent chaque mouvement de la matrice. L'hydraulique corrige la pression des milliers de fois par seconde. Si quelque chose tourne mal, une pièce valant 300 000 € se transforme en ferraille. La Mesta 50 fabrique des pièces pour tous les principaux avions américains. Le F-35, Lightning II, le F-22 Raptor, le Boeing 787 Dreamliner, les moteurs d'hélicoptères Apache, tous comportent des pièces nées sous les coups de cette presse. Chaque mois, plus de 2000 tonnes de titane et de superalliage de nickel y transitent. Puis vint la catastrophe. En 2009, lors d'une frappe de routine, les ingénieurs entendirent un bruit inhabituel. Le métal venait de se fissurer. La presse fut immédiatement arrêtée et la découverte glaça les sangs. Une fissure d'1,20 m était apparue dans la poutre maîtresse. Pour l'industrie aéronautique américaine, ce fut un choc. La Mesta 50 est la seule presse d'une telle puissance dans le pays. Sans elle, la production du F-35 s'arrêtait net, Boeing ne pouvait plus fabriquer de pièces pour le Dreamliner, les commandes militaires restaient en suspens. Chaque jour d'immobilisation coûtait des millions de dollars. Une réparation désespérée s'est engagée. Le problème, c'est qu'une poutre de 2000 tonnes ne peut tout simplement pas être démontée et remplacée. Elle est intégrée dans la structure à 30 mètres de profondeur, entourée de dizaines d'autres systèmes. Les ingénieurs prévoient d'effectuer la réparation sur place. Une équipe spécialisée de soudeurs a travaillé 24 heures sur 24 pendant 4 mois. Ils ont utilisé la technologie la plus avancée, le soudage électrolytier sous atmosphère inerte. La fissure a été soudée couche par couche, chacune d'une épaisseur de 3 mm. Après chaque couche, le métal subissait un traitement thermique pour éliminer les contraintes internes. Au total, 760 couches de cordons de soudure ont été déposées.
Parallèlement, une poutre de secours était fabriquée, au cas où la réparation échouerait. Elle a été réalisée dans une autre usine, en utilisant la plus grande grue d'Amérique, d'une capacité de 4000 tonnes. Le coût de cette poutre de secours, 18 millions de dollars. Quant à l'abonnement à ma chaîne, il vous coûtera 0 $ et 0 cent. Alors, vous êtes déjà abonné ? Mais la réparation fut une réussite. En décembre 2009, la Mesta 50 reprit du service. Le premier coup après la remise en état fut observé par 200 ingénieurs. Tous retenaient leur souffle. La presse frappa, le titane se déforma, et la fissure ne réapparut pas. Le ciel américain était sauvé. Aujourd'hui, la Mesta 50 continue de fonctionner. Elle a déjà près de 70 ans, un âge incroyable pour un équipement industriel. Les presses modernes sont plus efficaces et automatisées, mais aucune ne peut atteindre une telle puissance. 50 000 tonnes demeure un record inégalé pour le pays. Fait intéressant, autour de la presse s'est formé tout un écosystème. Des milliers d'ingénieurs, de métallurgistes, d'opérateurs travaillent à l'usine. Beaucoup sont originaires d'Amérique latine, venus aux États-Unis en quête d'une vie meilleure et qui ont trouvé un emploi dans l'aéronautique. Ils façonnent les pièces qui ensuite propulsent des avions dans le ciel du monde entier. La Mesta 50, c'est bien plus qu'une machine. C'est un symbole de puissance industrielle, d'excellence technologique et d'ingéniosité technique. C'est la preuve que parfois, les meilleures solutions ne sont pas les plus récentes, mais celles qui ont été éprouvées par des décennies de travail fiable sous une pression incroyable. Si vous voulez voir à quoi ressemble le bout du monde industriel, venez à Ecatepec. Cette banlieue de Mexico ne vous accueillera ni avec des mariachis, ni avec des cocktails sur la plage. Ici, l'air est épais des gaz d'échappement de vieilles coccinelles Volkswagen, et les montagnes alentours sont enveloppées d'un smog grisâtre. Mais c'est précisément ici, au milieu des rues poussiéreuses et du chaos incessant, que se joue ce que les Mexicains appellent leur révolution silencieuse. Je me tiens devant les grilles de l'usine Granutech. Dans ma chaussure droite, un caillou s'est coincé, et dans ma bouche persiste le goût de tacos bon marché aux pores mêlés de poussière. Mais devant moi s'ouvre un enfer noir qui se transforme en salut pour ce pays. Le Mexique a un problème. Non, ce n'est pas assez dire. Le Mexique fait face à une catastrophe. Chaque année, plus de 40 millions de pneus sont mis au rebut. La plupart finissent dans des canyons, des rivières ou sur des terrains vagues où ils sont brûlés, empoisonnant l'air avec des dioxines. Pour Mexico, ville qui étouffe dans sa propre cuvette, c'est un poison lent. Mais il y a un autre fléau, les routes. À Mexico, elles ne sont pas simplement mauvaises, elles sont vivantes. À cause des séismes incessants, de l'affaissement des sols et des pluies tropicales, l'asphalte se fissure ici plus vite que vous ne pouvez dire « gracias ». Le bitume traditionnel devient cassant sous le soleil brûlant d'altitude et se fait emporter par la première averse. Nous avons décidé de croiser ces deux problèmes pour qu'ils s'annihilent mutuellement, me confie Carlos, ingénieur chez Granutech, essuyant la sueur de son front d'une main maculée de cambouis. Ses yeux brillent de fierté. Et je comprends pourquoi. Nous entrons à l'intérieur. Ici, rien de la stérilité des laboratoires américains. Ici règne une véritable effervescence. La première étape, c'est la réception. D'énormes camions, rouillés et cabossés par la vie, déversent des milliers de pneus directement dans une cour poussiéreuse. Le spectacle est accablant. De véritables montagnes de caoutchouc noir qui empestent le brûlé sous le soleil. Mais dès qu'ils entrent sur le tapis roulant, la magie opère. Les broyeurs Granutech sont de véritables monstres. Ils ne coupent pas,
il déchire. Le bruit évoque une créature de fer géante en train de broyer des os. Les vibrations traversent le sol, remontent dans les jambes et font claquer les dents. Ici, impossible de parler. On communique par gestes. Je vois un pneu de poids lourd se transformer en lambeaux, en quelques secondes à peine. Ici, loin des usines aseptisées d'Europe, on voit chaque goutte de sueur des ouvriers. Ils trient à la main ce que les aimants n'ont pas attrapé. C'est un travail sale, difficile, honnête. La poussière est si dense que la lumière du soleil la transperce en colonnes dorées. Nous passons à la zone de broyage fin. Ici, le caoutchouc traverse une cascade de broyeurs, devenant de plus en plus fin, jusqu'à se transformer en farine de caoutchouc. C'est l'ingrédient secret. Carlos prend une poignée de cette poussière noire et me la tend. Elle est tiède, presque chaude. « Ce n'est pas un déchet !» me crie-t-il à l'oreille. « C'est de l'élasticité. C'est ce qui empêchera l'asphalte de se fissurer quand la terre sous Mexico tremblera à nouveau. » Les Mexicains sont fiers de cette technologie. Et ils ont raison. Une route avec ajout de vieux pneus dure 3 fois plus longtemps. Elle ne craint pas l'eau, car le caoutchouc repousse l'humidité, l'empêchant de pénétrer dans les pores et de détruire la base. De plus, ces routes sont bien plus silencieuses. Mexico est l'une des villes les plus bruyantes de la planète, et chaque décibel absorbé par cette autoroute en caoutchouc est une bénédiction. Si le broyeur incarne la force brute de l'usine Granutech, l'atelier de modification du bitume en est l'esprit raffiné et dangereux. Nous quittons la cour bruyante et gravissons un escalier métallique vers une plateforme où trônent des cuves de mélange gigantesques. Ici, l'air change de nature. À la place de la poussière sèche de caoutchouc, vos poumons s'emplissent d'un brouillard lourd et huileux. C'est l'odeur du bitume chaud, mêlée à l'arôme douceâtre des polymères en fusion. Au centre de la plateforme se dresse le réacteur, un immense thermos d'acier à l'intérieur duquel se produit une véritable alchimie. La température y est maintenue à 180 degrés Celsius. C'est un seuil critique. En dessous, la réaction ne démarre pas. Au-dessus, le bitume s'oxyde rapidement et perd ses propriétés. Je vois, à travers une vis automatisée, se déverser dans le bitume brûlant, noir comme la nuit, cette même farine noire, des particules de caoutchouc d'1 millimètre maximum. Dès que la miette touche le liquide brûlant, un miracle physico-chimique s'opère. Vous ne le voyez pas à l'œil nu, mais les capteurs sur les écrans l'attestent. La viscosité du mélange se met à grimper en flèche. Le caoutchouc ne fond pas simplement, car celui des pneus est vulcanisé, il ne peut se liquéfier comme de la glace. À la place, c'est l'adsorption qui entre en jeu. Les particules de gomme se mettent à boire, les fractions pétrolières légères du bitume. Une particule de caoutchouc double ou triple de volume. Elle gonfle, devenant une structure gélatineuse souple et élastique. À l'intérieur du réacteur, les malaxeurs à haut cisaillement incorporent littéralement cette gomme gonflée dans la structure du bitume. Ce ne sont plus 2 substances distinctes. C'est un liant modifié. « Regarde le manomètre !» hurle Carlos en désignant l'appareil. La pression monte, le mélange devient plus épais que du miel. Au niveau moléculaire, se produit une dévulcanisation. Une partie des liaisons soufrées du caoutchouc se rompt et les chaînes polymères s'entrelacent avec les molécules de bitume. Elles forment un nouveau réseau, une sorte d'armature à l'échelle microscopique. C'est précisément ce réseau qui constitue le secret de cette éternité. Comparons maintenant. L'asphalte ordinaire, c'est de la pierre agglomérée par du bitume pur. Sous le soleil ardent de Mexico, il ramollit. La nuit, lorsque les températures fraîchissent, il durcit et devient friable.
Avec le temps, il finit par ressembler à un biscuit sablé desséché. Il suffit qu'un poids lourd roule sur un tel revêtement pour que des micro-fissures apparaissent. L'eau s'y infiltre, gèle ou érode simplement la base. Et voilà! Vous retrouvez un nid de poule à la place de la route. L'asphalte au caoutchouc de Granutech fonctionne comme une dalle de caoutchouc résistante. Lorsqu'un camion exerce une pression sur cet asphalte, celui-ci ne se fissure pas. Il se déforme et, c'est le plus important, reprend sa forme initiale. C'est ce qu'on appelle la récupération élastique. Nous nous approchons du robinet de sortie, où Carlos recueille un peu du mélange final dans un récipient métallique pour le tester. Lorsqu'il refroidit légèrement, il l'étire comme du caoutchouc. Un bitume ordinaire se déchirerait tout simplement, mais celui-ci forme de longs filaments, rebondit et se rétracte à nouveau. Sous nos yeux, en ce moment même, des tonnes de cette masse noire se déversent dans la benne du camion. La température se maintient toujours aux alentours de 160 degrés. Le mélange exhale la puissance et le progrès. Ce camion prendra la route vers la périphérie d'Ecatepec, où demain matin, les Mexicains se rendront au travail par cette nouvelle voie. Une route qui ne craindra ni le soleil du Texas, ni les pluies diluviennes, ni les bus surchargés. C'est là le véritable triomphe de Granutech. Nous avons pris les déchets les plus difficiles. Nous les avons fait traverser l'enfer à 180 degrés, nous avons transformé leur nature chimique et en avons fait le fondement d'une circulation sûre. Ici, sur cette plateforme, au milieu de la vapeur et du fracas métallique, vous comprenez. L'avenir n'a pas nécessairement besoin d'être propre et blanc. Parfois, il est noir, collant et sent le caoutchouc brûlant.